Bonjour à toutes et à tous, c'est Les Engagés, ça se passe sur Télésud. Vous le savez maintenant, Les Engagés, c'est toutes celles et ceux qui portent des causes mais aussi des combats. Alors notre invitée aujourd'hui, elle s'appelle Madame Aïssata Cissé, c'est une figure emblématique de l'Essonne, elle est au cœur de la cité et c'est une militante, une fervente militante sans faille. C'est parti, générique. Ravi de vous accueillir. Elle est avec nous, c'est la fondatrice, mais également aussi la directrice de l'association Génération 2, Citoyenneté et Intégration. Bonjour Madame la fondatrice, maintenant la directrice. Bonjour. Bonjour Abdel, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir ici, je suis content. Ben, c'est un grand honneur. C'est un grand honneur vraiment de venir faire cette émission. Franchement, c'est un grand honneur. Écoutez, merci en tout cas, on va parler de vous, on va parler de votre actualité, on va brosser aussi également votre portrait, on va tenter de mieux vous connaître, mais également aussi parler de Génération 2. Vous êtes prête? Oui. Eh bien allons-y, c'est parti. D'ailleurs, vous pouvez vous-même réagir sur les réseaux sociaux, vous le savez, ou le Twitter, Adil Farkan, ou le Twitter de Télésud. Allez, l'actu, on la lance, c'est parti, tout de suite, actu. Jingle. Madame la fondatrice, Madame la directrice, Aïssata Cissé, ça fait 20 ans que vous travaillez sur les questions de l'intégration dans les quartiers. Pour quelle raison? Et pour quelle raison? C'est pour l'intégration, je voulais donner la chance, par exemple, en expliquant, par exemple, toutes ces personnes qui arrivent en France, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter pour la France. C'est pas mal. Voilà. C'est vrai. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? 20 ans de bataille 20 ans 20 ans plus que officieusement 32 ans, officiellement 22 ans. Voilà. Ça fait pas mal quand même. Ça, oui, voilà. C'était tout simplement pour dire que voilà, l'apport que les personnes d'origine étrangère peuvent apporter pour la France. Une contribution. Une contribution, voilà. De voir dans ce sens-là aussi, voilà, l'immigration, donc, et qu'est-ce que nous, on peut apporter pour la France? C'est ça qui est très important pour nous. Eh bien, on va en parler, justement. Voilà. Vous avez, c'est une actualité qui vous concerne, hein, Génération 2, Citoyenneté et Intégration. Madame la directrice, vous avez reçu une brochette de ministres. Enfin, une série, en tout cas, vraiment, tous sont passés vous voir. Le président de la République, Emmanuel Macron, est venu vous rencontrer, passer du temps dans votre association. Est-ce qu'on a une raison pour laquelle ils viennent tous? C'est le défilé chez vous? Non, mais parce que tout simplement, on est proche du terrain. Non seulement il y a des résultats, et puis toutes les actions qu'on mène, on le fait avec et pour les habitants. Donc on ne les fait pas sans les habitants. Mais vous avez fait quand même déplacer le président de la République. Oui, ben, ouais, justement, il a dans l'Essonne. Oui, dans l'Essonne. Eh à Évry. C'était pour montrer aussi notre territoire, la façon dont on travaille d'une façon horizontale. Ça, c'est important. C'est de montrer aussi. Je crois que le président avait envie d'avoir des expérimentations positives. Et donc, du coup, donc, elle a dit, qu'est-ce qui marque? Quelles sont les actions positives sur un territoire, s'il peut le dupliquer sur un autre territoire, voilà, ou bien sur une autre région. À mon avis, c'est ça. C'est une fierté pour vous? Ben, c'est une fierté non seulement pas pour moi tout seul, c'est pour toute mon équipe, et puis une fierté sur mon territoire, qui est le territoire de l'Essonne. Quel est le ministre qui vous a le plus marqué, Madame la directrice? Question piège. Question piège. Pas de gaffe. Sinon vous allez commettre des impairs. Oui, M. de Normandie, qui est venu quand même deux fois. Le ministre de la Ville. Il était le ministre de la Ville. Voilà, il était le ministre délégué de la Ville. Monsieur Julien de Normandie, absolument. Julien de Normandie. Et voilà, parce qu'il y avait une actualité qui était très importante, qui prend une place très importante. Ça, c'est l'action à destination des papas. M. de Normandie, quand il a dit « Je suis père de 4 enfants », il a effacé les frontières avec les pères qui étaient présents.
Et bien justement, vous me permettez une belle transition. Vous savez quoi? On va en parler. On va parler des pères, de ces pères. Parce que vous, la militante que vous êtes, que vous représentez, puisque je le disais en préambule, vous êtes au cœur de la cité. Quand je dis vous êtes au cœur de la cité, vous êtes vraiment une figure. Vous vous dites, je veux remettre les papas au cœur de la cité. Ça veut dire quoi de remettre les papas au cœur de la cité? La place des pères dans les quartiers. Le papa doit être un modèle de transmission de valeurs citoyennes. Ah oui, ça fait partie... C'est votre déclaration à vous, ça? Oui, bien sûr. Pourquoi vous vouliez remettre au cœur de la cité le rôle des papas? Oui, parce que quand on regarde bien, je n'aime pas beaucoup le mot intégration, mais je parle du mot d'adaptation quand tu viens sur le territoire français. Donc les hommes, en général, on leur a assigné, ou bien eux-mêmes, ils se sont assignés un rôle d'aller travailler, apporter l'argent à la maison. Et tout le parcours d'intégration pour les enfants, le suivi des enfants à l'école et autres, tout ça, ça a été relayé chez les mamans. Donc c'est comme si l'intégration à la française voulait se faire sans les hommes. Donc ça, c'était important. Et donc, par rapport à toutes les actions qu'on mène sur le territoire, notamment auprès de l'école, et donc les mamans, ils peuvent aller, auprès des assistantes sociales, ils peuvent aller. Mais s'il y a des phénomènes de prédélinquance ou de délinquance, que ce soit la justice et puis la police, et ils demandent l'autorité parentale, c'est papa et maman. Et donc, sur notre cité, sur notre territoire, nous avons eu vraiment des choses dramatiques, allant jusqu'au meurtre par rapport entre des bandes rurales et rivaux. Donc, du coup, c'était important pour moi que les pères soient au centre de ces dispositifs-là. Alors, quand vous dites les pères, c'est important ce que vous êtes en train de me dire, Madame la directrice, parce que redonner le rôle du papa, l'autorité quelque part, qui est un peu celle endossée par le père. Est-ce que vous vouliez aussi réparer en quelque sorte ces inégalités qui persistent entre le rôle de la maman et le rôle du papa? Oui, parce que tout le monde s'est acharné pour les mamans. Les mamans, si je prends le cas des femmes africaines, par exemple, elles sont femmes, elles sont africaines, elles font partie du quartier. Donc, il fallait coûte que coûte les aider. Les enfants aussi, par rapport au soutien scolaire, par rapport aux études. Mais le papa a été laissé de côté. Est-ce qu'il a été laissé de côté ou est-ce qu'il a été démissionnaire? Non, pas du tout. Moi, je ne vois pas un papa qui était démissionnaire et qui est venu démissionnaire. Donc, je ne peux pas, je pèse mes mots par rapport à tout ça. C'est-à-dire, tout simplement, si tout va bien, on peut gérer avec les mamans et les enfants. Mais le jour où ça ne va pas bien, et c'est en ces moments qu'on appelle le papa, notamment au niveau de la justice et puis de la police. Vous n'avez pas tort. Voilà. Donc, c'est en ces moments que les papas nous ont dit, Madame Cissé, on n'a pas pu venir grandir nos enfants. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que nos enfants s'entretuent? Donc, le père, de ce que je comprends, Madame la directrice, c'est qu'il a un rôle majeur. Un rôle majeur dans la réussite de l'enfant, un rôle majeur aussi au sein de la famille, mais ça va beaucoup plus loin. Ça veut dire qu'il a un rôle aussi majeur au sein de ce que vous organisez. Eh bien oui. Quand vous regardez, on prend l'éducation nationale par exemple. Vous donnez, papa, maman, ils demandent les 2 numéros de téléphone. Mais chaque fois quand la maîtresse ou bien l'éducation nationale appelle, systématiquement c'est la maman qui demande. Et souvent, ça arrive même quand le papa est à la maison, quand le téléphone sonne, et le papa tend le téléphone à la maman, c'est pour toi, c'est l'école. Et ça, c'est pas que les familles d'immigrés, ça c'est dans toutes les familles. Donc ça, c'est important pour moi, par exemple, de mettre l'accent sur tous les membres de la famille, que de travailler en sectorisant, en disant... Vous voulez rééquilibrer en quelque sorte les relations et les rapports. Justement, on va regarder un petit extrait d'une vidéo qui parle des papas, du rôle des papas. Et c'est ce que vous avez animé notamment. Et ce que je vous proposais à nos téléspectateurs, c'est de découvrir justement ce rôle qui est au cœur de la cité fondamentale des papas. Regardons cela. À
L'objectif de l'événement, c'est valoriser l'action de groupe de pères et puis surtout de le mettre en lien aussi avec les travailleurs sociaux éducatifs pour dire voilà, cette action existe. Donc si vous avez des pères ou bien des familles qui sont en difficulté, il faut savoir que le groupe de pères est là pour les aider aussi. Bien sûr, parce qu'on rencontre les mêmes problématiques partout, sur tous les territoires français. Ce n'est pas une histoire de Grigny, d'Evry. Vous allez dans le 93, vous allez dans le 94, vous allez un petit peu partout. Et vous allez même dans Paris. Il y a certains arrondissements à Paris où on retrouve les mêmes problématiques. Donc voilà, on voit que ça marche à Génération 2. On a des témoignages. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut absolument exploiter, puisque même on travaille avec quand même beaucoup de partenaires. Et les partenaires, ils sont tous unanimes pour dire que ce qu'on fait à Génération 2 est quelque chose de très important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi c'est enrichissant pour moi, effectivement, ces relations police-population, pour un petit peu casser les préjugés des deux côtés, aussi bien ceux de la police, mais ceux aussi, voilà. Donc c'est un débat ouvert, assez libre. Effectivement, parfois, il faut entendre des choses des deux côtés. Donc moi, je trouve que c'est quelque chose d'enrichissant, avec des gens qui viennent des quartiers, qui connaissent effectivement vraiment ce qui peut s'y passer, qui peuvent avoir un regard critique aussi, et qui voudraient que les choses se passent autrement dans leur quartier. Et effectivement, ça met les choses en perspective, quoi. Donc, de dire que les choses peuvent changer, quoi. Les regards peuvent changer. Madame la directrice, j'aime bien votre slogan, un père toujours, non, un père un jour, un père toujours. C'est beau ça. Ben oui. Qui a trouvé ce slogan? C'est vous? Ben oui, avec le groupe de pères. Avec le groupe de pères. Voilà. Ils sont très impliqués? Et ils sont très impliqués. D'ailleurs, c'est un policier. Les retours sont bons? Eh ben, les retours sont bien. Aujourd'hui, on arrive même quand les papas, par exemple, veulent porter plainte, souvent. C'est des papas. On avait commencé avec des papas d'origine immigrée, mais maintenant, le cercle s'est élargi. On a des papas cadres, par exemple, et des papas qui vivent dans des zones pavillonnaires, et souvent qui vont aller à la police pour porter plainte contre un fils, par exemple, qui veut prendre de l'ampleur à la maison. Et les policiers leur disent, non, attendez, donc allez-y chez le groupe de pères dans ce quartier Bois Sauvage, et pour trouver écoute et puis considération. Donc c'est important dans ce sens-là, pour dire que c'est un espace sans jugement, sans tabou, sans honte. Par exemple, donc on prend le temps, tu viens avec une problématique en tant que papa, et puis ensuite tu regagnes le groupe. Bravo ma chère évidemment directrice, parce que évidemment c'est une belle initiative et on en parle très rarement. Allez tout de suite, on parle de vous? On a parlé des papas, maintenant on va vous découvrir. Oui, bien sûr. Ça vous dérange pas? Non, pas du tout. Bah allons-y alors, jingle, c'est parti, portrait. Alors, justement, je ne m'adresse pas à la directrice là, je m'adresse à Aïssata Cissé. Vous avez toujours été cette fervente militante, justement. Il y a une phrase que vous vous dites, faire ensemble pour mieux vivre ensemble dans les quartiers. Ouais. C'est quoi qui vous anime? Déjà par rapport à mon éducation, venant de mon père, père son âme, Souri Ibrahim Djagouraga, j'aimerais bien... Si vous êtes originaire du Mali? Oui, du Mali. Il faut le préciser. Voilà, originaire du Mali. Si on me dit Aïssata Cissé, mais il y a Djagouraga que je porte avec fierté. Et puis du côté de ma maman, Séméga aussi, que je porte aussi avec fierté. Donc ça c'est important, j'ai grandi là-dedans. J'ai grandi là-dedans et puis dans une famille où, par exemple, on a toujours fait ensemble pour le mieux vivre ensemble. Oui. On a dit toujours, donc on fait avec tout le monde. Et puis voilà, j'ai transposé ça ici en France. Vous l'avez transposé en France? Oui. Donc ça vient de votre père? Oui.
C'est votre père qui vous a transmis ça. Ben, c'est Ce sens de la solidarité, ce sens Justement. de faire ensemble, Ouais. cet engagement. Oui. Vous aviez quel âge Quand mon père quand m'expliquait... vous avez senti que vous aviez cette fibre? Eh ben, vous aviez depuis quel à âge? l'âge de 8 ans. 8 ans? Depuis à l'âge de 8 Ah ans. oui, bravo. Depuis l'âge de 8 ans. Depuis à l'âge de 8 ans. Donc, À ça. 8 ans, vous allez me dire, là, dans les Oui, engagés, et justement, vous étiez déjà engagé. J'étais déjà engagé. J'avais une maman qui était déjà engagée et moi-même, depuis à l'âge de 8 ans, j'ai réfléchi comment je veux m'engager. Voilà. Il y a des C'est- choses qui vous ont frappé quand vous étiez plus jeune? Une injustice, quelque chose qui vous a, Ben oui, qui parce vous a que- marqué en tout cas. Ben, moi, ce qui m'a marqué, surtout par rapport à mon éducation, j'ai vu mon père, par exemple, qui demande l'avis de tout le monde. Ma mère qui demande l'avis de tout le monde. C'est-à-dire, même s'ils prennent des décisions, donc, ils demandent quand même notre avis. Ils demandent l'avis des autres aussi. Et ça, c'est important. C'est quelque chose que j'ai trimballé jusqu'en France ici. En disant, donc, tu ne peux pas faire quelque chose pour les gens si tu ne demandes pas, si tu ne les associes pas. Est-ce qu'il y a une personnalité dans le monde, une figure, justement, emblématique, une personnalité, une grande personnalité qui vous a marqué? Ou alors qui, pas forcément qui vous a marqué, mais qui vous parle, vous? Ben, De Nelson Mandela en passant par tous ces grands, hein, justement. ben, par rapport à ma famille, moi, ma personnalité, mon idole, ce sont mes parents. C'est vos parents. C'est mes parents. C'est beau. Voilà. C'est beau. C'est mes parents. C'est beau. Vous avez encore envie de vous engager, et jusqu'à quand? Ben, surtout, transmettre aux autres. Transmettre Voilà, aux autres. transmettre aux autres. J'aurais souhaité aujourd'hui que les jeunes puissent... Moi, après 20 ans, je suis en train de voir maintenant comment les jeunes peuvent reprendre. Génération 2 et autres, à un moment donné. Et par rapport à mes enfants, je suis maman de 3 enfants. 3 enfants. Donc vous voulez leur transmettre? Oui, ben oui, je voulais les transmettre. Vos je parents crois vous que, ont donné, vous voulez donner aussi à justement, moi je leur donne et puis je souhaitais aussi qu'ils donnent aussi à leurs enfants. Et ça, c'est important. Et puis il y a plein d'enfants dans les quartiers qui sont mes enfants. Mon papa et ma maman m'ont toujours dit, Aïssata, tu viens en France, t'as qu'à chercher ton père et une mère. Ou bien plusieurs papas et plusieurs mamans. Donc tu nous as laissés au Mali. Mais aujourd'hui, donc, toutes ces personnes qui ont l'âge de mon papa et de ma maman, ce sont mes parents. Eh bien, on continue d'en parler. C'est Génération 2, citoyenneté et intégration. C'est parti, jingle, en parlant de l'association. Dans votre association, justement, cette fondation, l'association Génération 2, donc, que vous avez fondée il y a en 2000, hein, Oui, voilà, en 2000. En 2000. Hein. En 2000. Alors, vous l'avez fondée, elle comporte aujourd'hui 8 salariés. C'est bien ça. Vous êtes à la tête justement de cette fondation, de cette association. Éducation, parentalité, mixité sociale. Qu'est-ce que, aujourd'hui, sur quel chantier vous travaillez, en dehors évidemment de ce que j'ai compris des papas, quels sont les chantiers aujourd'hui qui sont prioritaires à vos yeux quand on parle de citoyenneté et d'intégration? Moi, c'est surtout... Et je voudrais parler de ça parce que, évidemment, j'ai manqué d'en parler à nos téléspectateurs. Pardonnez-moi de vous interrompre. Il y a un ouvrage soutenu par la région, au quartier populaire, Génération. J'aimerais montrer ça à notre réalisateur pour qu'il puisse montrer ça à nos téléspectateurs. Voici, donc, ça, c'est un ouvrage Oui. qui parle des papas. Oui. Voilà, allez vous le procurer. Vous avez un site d'ailleurs. Si. Site internet, Génération 2, citoyenneté et intégration. Ouais. Tout y est concernant les papas. Mais il y a aussi plein d'autres choses, évidemment. Je les montrerai tout à l'heure en toute fin d'émission. Alors, justement, quels sont les chantiers, en ce moment même, qui sont prioritaires à vos yeux? Au niveau de la jeunesse, vraiment. Je suis, depuis la création de Génération 2, Oui. j'ai toujours travaillé sur En un 2000, mot, oui. en 2000, sur le mot lutte contre l'autodiscrimination. C'est un gros travail là que je suis en train de faire avec les jeunes depuis plus de 20 ans. Comment je peux être acteur ou actrice contre ma propre discrimination. Oui. Ça, c'est important. Et pour enlever ce regard misérabiliste sur les Et gens... quand vous dites discrimination, Madame la directrice, c'est Ouais. quoi? Discrimination raciale, discrimination de logement, discrimination... Quel type de discrimination? Ben, surtout discrimination raciale. Les jeunes qui s'autodiscriminent pour dire que ça, c'est pas fait pour moi, c'est pas la peine. Je peux pas quitter mon quartier pour aller dans un autre quartier. J'ai dit, il faut absolument qu'on dépasse ça. Donc, y compris discrimination sociale, alors? Sociale, voilà.
Le fait Donc que, plutôt voilà, social. Le fait qu'on connaît tous les critères de discrimination, les 20 ou les 25 critères de discrimination, on comprend maintenant. Donc je viens d'un quartier et Oui, pas de l'autre. Ils sont discriminés entre eux. Et justement. Et puis je ne peux pas venir, ou bien on ne va pas m'employer parce que je suis noir, je suis arabe, ou bien je suis comme ça. Il faut savoir que Génération 2, il y a 68 nationalités quand même. Pas mal, hein. Voilà, 68 nationalités. Ce qui est pas mal. Voilà, Ce qui est pas mal, avec effectivement. qui qu'on travaille. Et puis les 5 continents sont représentés. Donc vous êtes en train de dire qu'il y a un rôle, vous voulez en tout cas faire en sorte de faire jouer un rôle d'interface entre notre jeunesse, y compris d'ailleurs avec ces institutions pour briser cette discrimination. Ben oui, c'est la raison pour laquelle on appelle, on n'hésite pas à demander par exemple à un préfet, à un procureur, à un directeur de la police de quitter leur bureau et puis de venir dans le quartier. Pour rencontrer les jeunes. Pour rencontrer les jeunes. Et donc, pour casser... Vous voulez faire de la prévention? Ben oui, de la prévention. Et puis, d'avoir un discours égalitaire aussi le temps d'une réunion. Oui. Le temps d'une réunion. Et montrer aussi, par rapport à ces jeunes-là, que toutes ces personnalités, ils sont passés par le cas de la jeunesse aussi. Vous voulez les préparer pour demain? Oui, c'est notre force, c'est notre avenir. Sans ça. Et puis, donc, comment on peut travailler avec ces jeunes pour les faire participer à la communauté nationale, par exemple, à des prises de décision. D'accord? De voir, et ce qui nous différencie, c'est minime par rapport à ce qui nous... Vous voulez donc impulser quelque chose. Justement. Et en même temps, vous les accompagnez, mais impulser. Oui. Justement, Madame Cissé, ce que je vous propose, c'est un petit court extrait justement de l'association et vos activités, notamment de ce que vous faites au cœur de la cité, justement, dans l'Essonne. Regardons. Important d'aller dans les quartiers. Je crois que je vous ai dit, les quartiers, on les a oubliés, pas toujours bien traités. Et il ne suffit pas que de mettre de l'argent dans les quartiers, il suffit aussi de créer du lien, de l'humain. Et je crois qu'on a oublié un peu trop l'humain. Et c'est d'aller au-devant des gens, d'aller dialoguer, d'aller les aider. Mettre le coup de pouce des fois qui n'est pas grand-chose, mais le petit coup de pouce peut basculer la vie d'un jeune ou d'un moins jeune. Sincèrement, les mentalités changent, heureusement. Je fais partie des gens peut-être aussi qui ont secoué, comme on dit, le cocotier. Ouais, il faut ce coup de pouce, mais ils se rendent compte, nos politiques se rendent compte qu'il faut qu'on aille au-devant des jeunes. Parce que les jeunes dans les quartiers ne parlent plus à Pôle emploi, ne parlent plus aux missions locales, ne parlent plus. Vous parlent à vous, pas à moi, plus à moi. Donc c'est à moi d'aller au-devant d'eux. Justement, le ministre délégué à l'apprentissage, il disait, après ce que vous venez de dire justement, c'est très important. C'est-à-dire que là, j'ai bien compris que la jeunesse était vraiment votre priorité, Madame la directrice. Oui. C'est ça? Oui. Qu'est-ce que vous voulez, puisque c'est une priorité, est-ce que vous voulez favoriser un terrain pour les préparer à l'avenir? Eh bien sûr. D'autant plus qu'il y a des slogans qu'on dit « Tu n'es pas un arbre, bouge ta vie » par rapport aux jeunes là. Donc chacun a son J'aime beaucoup cette... Voilà. Tu n'es pas un arbre, mais bouge ta vie. Bouge ta vie. Oui. D'accord? Si tu veux, tu peux. Voilà. Donc, et tous ces dispositifs. Et dans tous les domaines d'ailleurs, parce que vous agissez dans le domaine de la citoyenneté, vous agissez dans le domaine de l'école de la seconde chance, dans, évidemment, vous leur faites des découvertes de métiers, les métiers d'avenir, l'emploi d'avenir. Tout ça, c'est des jeunes qui sont en échec scolaire. Quel est le profil des jeunes auxquels vous vous adressez? Donc, il y a plein de dispositifs. On arrive à mélanger quand même des jeunes qui viennent de différentes catégories sociaux. Par exemple, on peut avoir un jeune sans solution, comme on peut faire des activités. Et ces jeunes peuvent faire une activité avec un étudiant de la Sorbonne. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc et par rapport, on a fait un livret et puis une vidéo, fiers d'être essoniens. Et ça, donc on a eu 200 jeunes qui viennent de la zone rurale à la zone urbaine. On les a mélangés et on a fait tout un travail et ensemble. Et si on doit construire quelque chose, il ne faut pas qu'on le construise uniquement entre les jeunes d'un quartier ou bien des quartiers. Donc il faut faire cette ouverture pour montrer aux jeunes aussi de travailler sur le développement de l'esprit critique. Pour dire si ces jeunes arrivent, moi aussi je peux y arriver.
Et souvent même... Donc l'effet miroir. Justement. Et souvent même les jeunes qui sont à la Sorbonne ou bien à Sciences Po, souvent, qui font des sciences politiques. Et souvent, ils viennent faire des stages à Génération 2. Eh bien, ils nous expliquent, Mme Cissé, franchement, quand j'avais dit à mes parents que je viendrais ici dans un quartier, ce n'était pas possible. Mais souvent, on voit cette jeunesse des quartiers, par exemple, et ils ont beaucoup de richesses. Par exemple, je me souviens de Mano qui m'expliquait, si j'étais à Sorbonne, par exemple, si je mange tout seul avec ma copine. Mais quand je suis en stage chez vous, eh bien, quand on a une activité, tous les jeunes de ces quartiers, on se met tous ensemble pour manger ensemble. Et ça, c'est quelque chose que je ne trouverai pas à Sorbonne. Vous voulez créer des modèles? Oui. J'ai bien compris, l'exemplarité. Oui. Pour susciter de l'espoir. Oui, mais bien sûr. Ils ont besoin d'espoir, ces jeunes? Ils ont besoin de l'espoir. Ils ont besoin de... ils ne se rendent même pas compte des forces qu'ils ont. Il suffit tout simplement de les valoriser. Donc, souvent, on n'arrive pas à les valoriser, on les rabaisse. Et ça peut commencer déjà au niveau de l'éducation nationale. Hein, quand ils ont des notes, vous savez comment on qualifie, donc ils sont nuls. Ils ont 2 en mathématiques, 5. Voilà, ça c'est le message qui est passé aux parents. Et quand un parent vient aussi et te dit, tu es complètement nul. Et nous, on apprend à ces parents, non, ce qu'il a fait, c'est ça qui est nul, mais le gamin n'est pas nul. Et c'est ça qu'on explique aussi à l'éducation nationale. Et donc déjà, si on dit ça, comment distinguer l'enfant de ses actes? Eh bien souvent, donc on peut, et ils vont trouver ce confort-là dans la rue. Et on retrouve confiance en lui. Et voilà. Et ça, c'est important. Ça, c'est important de valoriser quelqu'un. Et même s'il se trompe, voilà, tu es nul. Non, l'acte qu'il fait, il est nul. Mais ce n'est pas la personne qui est nulle. Aïssata Cissé, qu'est-ce que vous avez envie de dire? On arrive déjà au terme de cette émission. Vous vous rendez compte? On pourrait prendre des heures et des heures à parler de votre association Génération 2. Qu'est-ce que vous avez envie de dire comme mot de la fin à celles et ceux qui vous regardent? C'est surtout l'espoir. Moi, je suis vraiment optimiste. Je sais qu'ils vont construire quelque chose de demain. Et tous ces jeunes-là, toute cette jeunesse. Et ce que je voulais dire, simplement, je l'ai dit, mes parents m'ont toujours dit, comme j'en ai parlé en introduction, qu'est-ce que je peux faire pour la France? Voilà. Je ne veux pas dire que la France m'a tout donné, mais qu'est-ce que moi je peux donner aussi à la France? C'est ça qui est très important. Donc du coup, et cette France-là, on peut le construire tous ensemble, sans distinction. Ça, c'est important. Ça, c'est la richesse. Bravo. Ouais. Bravo. Engagé plus que jamais, donc. Oui. Vous restez engagé. Engagé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il y a quelques ouvrages que je voudrais montrer à nos téléspectateurs. Carnet de voyage, par exemple. Un jeune, une solution. Génération 2, citoyenneté, intégration, s'engage. Regardez, voilà, je fais découvrir à nos téléspectateurs s'engager, devenir citoyen. Tout ça, c'est vous, c'est Génération 2, tout ça. Hein. Vous en faites des choses. Hein. S'engager, devenir citoyen. Regardez, absolument. Relation police, population, déconstruire pour reconstruire. Ça, c'est beau. Ça, on en a besoin, effectivement. Et tous ensemble pour un stage, pour les jeunes, justement, qui cherchent des stages. Et enfin, les jeunes croisent leur regard sur les valeurs de la République pour le mieux vivre ensemble. Et je sais que vous êtes très attachés à ça. Je montre donc à nos téléspectateurs, ici même, tout ça. Eh bien, bravo, j'ai envie de vous dire. Merci. Vive Génération 2, citoyenneté et intégration. Merci. Longue vie alors. Oui. Longue vie à vous, non? Oui, longue vie. Voilà, longue vie, absolument. Longue bien, vie. merci Aïssata Cissé, fondatrice, directrice donc de l'association. Je sais que vous êtes venue aussi avec quelques-uns de vos équipes. On les salue aussi, avec notamment la présidente. La présidente Danielle Girondin. Absolument, qu'on salue aussi. Merci à vous et ne lâchez rien. Absolument. Merci. Eh bien, écoutez, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro, ici même dans Les Engagés. Les Engagés, vous le savez, c'est toutes celles et ceux qui portent des causes, mais aussi des combats. Vous pouvez aussi nous écrire, sans aucun problème. Ceux qui représentent, incarnent des ONG, des fondations, des associations, vous êtes les bienvenus. On ne lâche rien. À très bientôt. Restez fidèles à Télésud. Ciao, ciao.